apprendre de l'expérience des meilleurs. Le premier, c'était Chris Barton, le fondateur de Shazam. Là, on y allait juste au culot. Les entrepreneurs, c'est, en tout cas pour moi, des vrais rôles modèles. Je pense que le vrai problème aujourd'hui de l'école de commerce traditionnelle, c'est qu'elle est contraignante en termes de temps et chère. Nous, notre vision, c'est pas forcément d'aller contre les écoles de commerce traditionnelles, mais c'est de donner à ces 99% de la population qui ne vont pas en école de commerce une opportunité d'apprendre sans devoir prendre 2 ans, sans devoir casser la banque. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ma vocation. J'ai posé ma démission et je me suis pas laissé le choix. J'avais cette envie d'entreprendre, ce feu en moi. Pour moi, la réussite, c'est faire que chaque jour au travail soit un plaisir, travailler avec des gens que j'admire. La peur de l'échec est une des raisons principales qui font que les gens ne se lancent pas dans une aventure entrepreneuriale. Il y a très peu de produits transposables d'un pays à l'autre dans le monde de l'éducation. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 sur 20. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ariel Renoux, cofondateur d'Augmente. Bonjour Ariel. Bonjour Philippine, merci de m'accueillir. Heureuse. Non, merci, c'est moi, vraiment ravie. Alors, on va peut-être commencer par vous présenter rapidement pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Avec Augmente, vous proposez une approche résolument moderne et pragmatique de l'enseignement supérieur, avec notamment des enseignements dispensés par des figures emblématiques comme les fondateurs de Wikipédia, de YouTube ou encore de Shazam. C'est un format 100% digital, flexible aussi. Et puis, c'est surtout une philosophie qui remet complètement en question les codes traditionnels des MBA. Alors ensemble, ce que je vous propose dans ce nouvel épisode de 20 sur 20, c'est d'explorer votre parcours personnel, vos motivations, votre vision aussi pour l'avenir de l'éducation entrepreneuriale, parce que je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On va aussi parler bien sûr de l'importance de rendre l'apprentissage accessible, les défis rencontrés pour créer une telle initiative qui bouscule complètement les codes un peu partout dans le monde, et puis de ce que ça signifie aujourd'hui de bâtir un projet audacieux à l'intersection de la pédagogie, du numérique et de l'entrepreneuriat. Si ça vous va, Ariel, vous êtes notre invité aujourd'hui. Merci d'être parmi nous et bienvenue. C'est parti. Sur 20 sur 20. Allez, c'est parti. On va commencer dans le vif du sujet, donc on y est. J'aimerais d'abord vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer une alternative au MBA traditionnel ? Est-ce que vous avez fait des études et puis vous vous êtes dit que en fait, ça ne vous a pas plu et que vous avez peut-être été frustré par justement vos études et vous vous êtes dit il faut révolutionner le système et donc je vais commencer par l'intérieur, par le faire moi-même. C'est exactement ça. Alors la petite histoire, c'est que en 2018-2019, j'intègre HEC avec mon meilleur ami de l'époque, futur associé Roy, ce qui nous fait déménager de Bruxelles à Paris, ce qui nous fait découvrir la France par la même occasion. On commence nos études et pour être très honnête, on n'a pas eu le sentiment que le contenu en tant que tel se prêtait aux gens qui avaient envie de monter des boîtes. Et je pense que ça prépare principalement des gens qui veulent faire des carrières plutôt dans le monde du conseil ou dans la finance, mais pas forcément ceux qui ont un esprit entrepreneurial et qui veulent se lancer dans le monde des startups. Et donc, dès notre période à HEC, on a commencé à réfléchir à comment réinventer cette expérience de l'école de commerce, comment réinventer le MBA pour une partie de la population qui n'aurait pas forcément envie de s'insérer dans le cadre finance et conseil et qui aurait besoin de cette éducation business 360 que peut fournir les écoles de commerce traditionnelles pour monter une entreprise. Et donc, ça a été le début d'une réflexion. Le Covid s'est inséré dans tout ça, on a eu chacun nos expériences professionnelles, mais ensuite, quand on a décidé de monter Augmente en 2022, ça a été le problème qui nous tenait le plus à cœur et qu'on avait nous-mêmes expérimenté. Et donc, il fallait pour nous trouver une solution à ça. Alors, un MBA avec Augmente, ça ressemble à quoi, justement ? Alors, un MBA avec Augmente, ça se fait de chez soi. Ça se fait en parallèle d'un travail. Ça se fait à son rythme. Et surtout, ça se fait en apprenant des meilleurs. La vraie différenciation, ce qu'on a créé avec Augmente, c'est un parcours qui couvre toutes les disciplines business majeures. Finance, entrepreneuriat, marketing, innovation, leadership, management, vente, etc. Enseigné par les plus grands entrepreneurs et les plus grands exécutifs de la planète. On parle des fondateurs de YouTube, de Wikipédia, de Shazam. On parle de la Chief of Staff de Google. On parle de la bras droite de Jeff Bezos à Amazon. Donc, c'est vraiment apprendre de l'expérience des meilleurs.
Des gros profils, Des gros effectivement. profils. On va voir dans un instant comment vous avez réussi à les convaincre, justement, ces figures du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. D'abord, je voudrais mentionner quand même que votre MBA, il ne vise aucune accréditation, contrairement à ceux qui sont proposés par la concurrence ou du moins par les écoles. Pourquoi? Exactement. Alors, on appelle ça un MBA alternatif. C'est comment est-ce qu'on arrive à délivrer le même niveau d'éducation en s'affranchissant des contraintes du MBA traditionnel qui viennent avec un prix. Et le prix, il est payé par l'étudiant, en se disant, est-ce qu'on pourrait se concentrer à fournir le même niveau d'éducation pour 1% du prix? Et donc, on a décidé de ne pas poursuivre des accréditations d'État, ni les D'accord. accréditations européennes, ni les accréditations américaines. On va en parler, les États-Unis, c'est aujourd'hui notre plus grand marché, Ouais. pour se concentrer seulement sur le volet éducation. Et on apprend en plus par le biais de capsules de 5 à 20 minutes, en gros, hein, c'est ça. C'est 1000 fois mieux que d'être assis derrière un bureau ou sur une chaise pendant plusieurs heures, comme on le fait dans le modèle traditionnel français, par exemple. Je ne sais pas si c'est mieux, je dirais que c'est différent. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir offrir aux gens le choix. Je pense que le vrai problème aujourd'hui de l'école de commerce traditionnelle, c'est qu'elle est contraignante en termes de temps et chère. C'est sûr. Aujourd'hui, nous, notre vision, c'est pas forcément d'aller contre les écoles de commerce traditionnelles qui font très très bien leur travail pour former les profils financiers, pour former des consultants, pour former des grands cadres, mais c'est de donner à ces 99% de la population qui ne vont pas en école de commerce une opportunité d'apprendre les fondamentaux de l'entrepreneuriat, du marketing, de la vente, du management, sans devoir prendre 2 ans, sans devoir casser la banque, sans devoir faire un prêt, sans devoir déménager, et pouvoir faire ça en parallèle de leur travail. C'est vrai que c'est des sacrés sacrifices quand on y pense, effectivement, les MBA traditionnels. Ça demande effectivement du temps, de l'argent, et puis on ne peut pas le concilier avec une activité professionnelle. C'est ce que vous êtes venu bouleverser, et vous l'avez fait notamment en convaincant, donc on l'a dit tout à l'heure, des figures comme Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, Steve Chen, le cofondateur de YouTube, de rejoindre votre projet. Comment on fait pour convaincre ces gens-là? J'imagine qu'on doit vous poser, pardon Ariel, la question à longueur de journée, mais n'empêche que vous l'avez fait et que c'est une sacrée réussite. Écoutez, je pense que c'est paradoxalement peut-être pas la chose la plus compliquée. C'est vrai? Le projet parle. C'est une mission qui résonne surtout auprès de ces gens-là qui ont, pour le coup, très bien réussi et qui sont dans une optique de donner en retour aujourd'hui, de partager leurs connaissances, d'enseigner, pour beaucoup. Beaucoup écrivent des livres, beaucoup se baladent aussi sur les podcasts et sont dans une sorte de démarche de transmission. Et donc, nous, quand on va les voir, on leur propose quelque chose de différent. On leur dit, mais en fait, on va faire quelque chose de plus structuré qu'une émission, qu'un podcast. On va vraiment s'asseoir ensemble. On va travailler sur un cours. On va traduire tout ce que vous avez pu apprendre, en commençant par les histoires qui ont forgé votre carrière, en leçons business applicables, pratiques, pour des milliers de personnes. Et non seulement c'est un projet différenciant, c'est un projet qui a du sens aussi pour eux, et c'est un exercice nouveau. Donc, très honnêtement, ça n'avait pas été très compliqué de les convaincre une fois qu'on avait les premiers. Parce qu'il faut toujours trouver le premier. C'est ça. C'est, C'était qui le par où on premier, commence. Le d'ailleurs? premier, c'était Chris Barton, le fondateur de Shazam. Et pour le coup, là, on y allait juste au culot. En fait, on n'avait rien, évidemment. On commençait avec Roy et on a décidé d'envoyer des centaines d'emails à des grands patrons de la Silicon Valley, sans franc succès pendant quelques mois, pour être très honnête, jusqu'au jour où un matin, on se réveille avec une réponse de Chris Barton, fondateur de Shazam, qui nous dit « Les gars, ça a l'air intéressant, venez, on se rencontre, on se fait un dîner. » Incroyable. On a dit « Pas de souci. » On a pris l'avion, on a été à Non. San Francisco, on a fait le dîner avec lui, et à la fin du dîner, on s'est serré la main. On a dit « Ok, on va travailler ensemble. » Effectivement, c'est sûr qu'une fois qu'on peut s'asseoir sur la crédibilité d'un Chris Barton, c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller clair. démarcher fondateur de YouTube, fondateur de Wikipédia, fondateur de Waze, etc. Donc en fait, vous vous déplacez aussi pour vos tournages, parce que tout se passe effectivement sous un format vidéo, un peu partout dans le monde, à la rencontre de ces grands entrepreneurs ou dirigeants. Alors c'est assez marrant, on se déplace pour les rencontrer, pour faire la préparation. Les tournages se passent à Paris. Donc vous les faites venir. On fait venir Ils tout sont le monde à Paris. tellement convaincus qu'ils arrivent à venir. Alors ils sont autant Ici, convaincus à par le Paris. projet que par la ville. Oui, c'est sûr que Quelque ça part, aide. je rigole parfois avec mes investisseurs qu'on offre des city trips à ces grands entrepreneurs qui viennent souvent accompagnés de leurs conjoints, accompagnés de leurs enfants, ça arrive.
Plutôt sympa, effectivement. Alors, on parle de rôle modèle depuis tout à l'heure, quelque part, pour des entrepreneurs en herbe ou futurs entrepreneurs qui veulent se lancer et qui voient dans le fondateur de Wikipédia, le cofondateur de YouTube ou le fondateur de Shazam, des rôles modèles. C'est qui, vous, votre rôle modèle? Ça, c'est une très bonne question. À la base, moi, c'est ces gens-là mes rôles modèles. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté ce business. C'est parce que ça m'anime de prendre leur connaissance, de la transmettre, de m'asseoir avec eux, de pouvoir dire, OK, en fait, racontez-moi votre vie, comment on organise ça autour d'un cours, c'est quoi les grandes leçons, etc. Euh, j'ai toujours été fasciné par les entrepreneurs de manière générale. Moi, je pense que des entrepreneurs, c'est en tout cas pour moi, ouais, des vrais rôles modèles dans le sens où ils auraient pu ne pas faire, ils auraient pu ne rien faire. Ils se battent contre le statu quo de manière constante. Et alors, il peut y avoir plein de motivations différentes, intrinsèques comme extrinsèques, mais il y a toujours cette volonté quand même créatrice de faire des choses pour les gens, de créer quelque chose qui va être utilisé, qui va servir, qui va exister dans le monde, même Mm. indépendamment de eux. Donc j'ai toujours été fasciné par les entrepreneurs. Les entrepreneurs, pour moi, sont mes rôles modèles. Je lis des livres de business, j'écoute des podcasts de business. Et aujourd'hui, je monte justement une école de commerce qui s'appuie sur ces rôles modèles-là. Ouais. Et c'est ma mission de pouvoir partager cette passion que j'ai et de pouvoir en fait rendre ces connaissances et l'expérience de ces gens-là, qui est absolument fantastique, la plus accessible possible. Sachant que vous avez été piqué par, vous aussi, le virus de l'entrepreneuriat, non pas en démarrant Augmente, mais quelques années plus tôt, en plein Covid. Ça s'appelait Jelly Smack. Nous en parler rapidement? Exactement. Alors, j'ai rejoint une startup qui s'appelle Jelly Smack, qui est une startup qui permet à des créateurs de contenu sur YouTube, principalement, de s'exporter sur différentes plateformes. Et donc, à l'époque, moi, je suis à HEC, et je sens très bien que j'ai pas envie de m'insérer dans un grand groupe, forcément, et que la voie entrepreneuriale, l'esprit de la startup m'attire. Je rencontre alors les fondateurs de Jelly Smack, je rejoins leur projet. Ça a été ma vraie première expérience en startup, où j'ai pu voir une entreprise qui est passée à l'époque 200 à pratiquement 1200 personnes en l'espace de 11 mois. C'était Incroyable. absolument fantastique. Donc ressentir cette hyper croissance de l'intérieur et le pouvoir d'avoir quelque chose qui marche, euh, qui décolle dans tout un tas de pays en même temps. Et c'est ça qui m'a effectivement conforté dans l'idée que c'est ça que je voulais faire de ma vie. C'est à ça que j'aspirais. Et voilà, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ma vocation, c'est mon métier. Augmente, ça fait combien de temps là que vous travaillez dessus maintenant? Ça fait 2 ans. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ouais. Alors l'entrepreneuriat, tout entrepreneur va vous dire, il y a vraiment des hauts et des bas. Là, on se parle, pour le coup, tout va très bien. C'est vrai. Tout va très bien. On a dépassé notre 1000e étudiant récemment. Bravo. On sort la Euh, bouteille de Champomy alors. on a sorti la bouteille de Champomy. On est présent dans plus d'une trentaine de pays, avec comme pays principaux les États-Unis, le Royaume-Uni et certains pays du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, les Émirats, Qatar, Koweït. Donc, tous des pays qui ont des mentalités très entrepreneuriales, des mentalités business, qui parlent effectivement très bien anglais. Le cours est en anglais. Et donc, voilà, c'est en train de se développer. Et on est dans cette phase très intéressante où, au-delà du cours, on est en train de développer une deuxième brique qui est tout aussi importante pour la création d'une école en ligne qui, au final, est notre objectif, c'est l'aspect communautaire. Tout à fait. Et donc, on se parle aujourd'hui, mais la semaine dernière, on avait un événement communautaire à New York, qui est notre plus grande ville. Le mois d'avant, on était à Londres. Le mois suivant, on repart à Londres. Et donc, on est en train de développer tout un élément communautaire. On va prendre les gens qui ont indépendamment souscrit au programme sur Internet et qui se retrouvent dans des événements un peu partout dans le monde. C'est assez drôle à voir et c'est super excitant. En fait, cette phase-là du business, on Ouais. commence à atteindre une masse critique qui te permet de rassembler des gens dans plein de villes de par le monde. Et j'imagine qu'ils sont trop contents de se rencontrer en plus. Bah, c'est toujours un plaisir. Surtout, je pense en plus en cette période, les gens veulent de la connexion en physique, ils veulent rencontrer des gens, ils veulent sortir de chez eux, et on le voit. C'est
c'est même pas une idée qui est venue de nous, c'est eux qui nous l'ont poussé. Ah ouais. Et c'est toujours une énergie qui est totalement folle. Oui, parce que c'est une question qu'on peut se poser. Suivre des cours en ligne, et d'ailleurs, vous l'avez sans doute vécu aussi, on l'a tous vécu pendant le Covid. On était tous derrière nos écrans chez nous, ce besoin de lien, de pouvoir échanger, etc. Et d'autant plus dans le cadre d'une aventure entrepreneuriale, quand on pense à monter sa boîte, on a envie d'en parler, on a envie de challenger l'idée auprès d'autres aussi. Donc j'imagine que aux événements, ça sert à ça aussi. Évidemment, Mm. évidemment. Et c'est assez marrant de voir des gens qui euh, parlent du cours, mais en vrai, des connexions qui se font, des gens qui s'échangent leur WhatsApp et leur numéro de téléphone. Peut-être un jour le premier couple qui se sera formé, Le bébé augmente. formé dans la communauté. Ouais. Mais c'est sûr que aujourd'hui, pour moi, la vision qu'on a de cette nouvelle école de commerce, elle doit allier la flexibilité de l'enseignement en ligne et le pouvoir relationnel des événements physiques. Et c'est toujours un mix des deux. Et c'est un équilibre qu'il faut trouver. Quel regard vous portez alors sur les MBA traditionnels? Et si on doit imaginer le MBA en général dans 10, 15 ou 20 ans, est-ce que c'est plutôt un modèle comme celui que vous avez inventé? Vous avez été l'un des premiers. Comment ça se passerait? J'ai pas d'énormes critiques sur le système éducatif de l'école de commerce traditionnelle qui remplit un rôle très précis, encore une fois, c'est préparer des gens à faire des carrières dans des grands groupes en finance ou en conseil. Euh, pour moi, le vrai problème, c'est qu'il y a une énorme place à aller prendre pour permettre à des gens d'avoir des carrières dans le monde des startups, dans le monde des nouvelles technologies et d'avoir des parcours d'entrepreneurs. Peut-être ma seule critique, et c'est basé sur mon expérience personnelle et effectivement aussi sur toutes les discussions que j'ai pu avoir autour de moi ces dernières années, sur le système aujourd'hui traditionnel de l'école de commerce, c'est le manque d'aspects pratiques. Trop de théorie. Un peu trop de théorie. Un peu trop de théorie, des exemples qui datent un peu, parfois même de l'ère pré-Internet. Et quelque part, je comprends, c'est tellement compliqué aujourd'hui de tenir à l'actualité, de s'adapter à un monde du travail qui change sans cesse. Ouais. Et on a l'impression de plus en plus vite. Mais le sentiment général qui, j'ai l'impression, est partagé par beaucoup des gens, et même des gens qui ont fait des MBA traditionnels et qui aujourd'hui font Augment et pour ça, et qui nous disent, écoutez, j'ai pas forcément eu les clés que j'aurais aimé avoir sur le monde digital, sur les nouvelles technologies, qui changent tous les aspects du business, pas seulement la stratégie et l'innovation, mais qui changent nos manières de vendre, qui changent nos manières de mener des équipes, de faire du leadership, de faire du management, qui changent la manière dont on priorise notre temps, la manière dont on recrute, etc., etc. Donc ça a un impact sur tout. Merci Ariel. Alors là, on parle depuis tout à l'heure effectivement des belles réussites d'Augmente. Dans un parcours d'entrepreneur aussi, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, il y a aussi quelques défis qui sont rencontrés. C'est pas toujours que des hauts, il y a effectivement parfois quelques bas. Est-ce que vous avez un moment particulièrement peut-être difficile, compliqué, ou quelque chose qui vous a obligé à vous remettre en question ce que vous faisiez avec Augmente, vous vous êtes dit, merde, là, ça commence à être un peu compliqué. Vous dites que vous avez lancé Augmente il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années qui ont pu forger quelque part la résilience qu'on retrouve chez quasiment tous les entrepreneurs? C'est assez marrant. J'ai envie de parler d'un moment spécifique dans l'histoire d'un entrepreneur qui pour moi n'est pas du tout assez mentionné et qui est toute la période avant l'aventure entrepreneuriale. Parce que Augmente a commencé effectivement il y a 2 ans. Avant ça, pendant 7 ans, il y avait ce désir intense de monter un projet et juste les étoiles qui ne s'alignaient pas, peut-être sans doute les compétences et le savoir qui n'étaient pas au rendez-vous. Il n'y avait pas la bonne idée, il n'y avait pas la flamme, il n'y avait pas l'associé, il n'y avait pas tous les éléments qui, à un moment, se sont mis en place, les pièces du puzzle qui cliquent ensemble et l'aventure qui démarre. Et je pense à ça parce qu'aujourd'hui, Augmente
la plupart de nos étudiants sont comme on appelle en anglais, aspiring entrepreneurs, Ouais. des gens qui aspirent à être entrepreneurs et qui sont justement dans cette phase-là, qui pour moi personnellement a été la phase la plus compliquée. Là, ça fait 2 ans qu'on monte le business. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a un sentiment, les choses avancent, les choses bougent, et même quand ça va pas, on corrige et on s'améliore et ça fait partie du process. Ce qui se passe avant, c'est un désir profond d'entreprendre et de monter quelque chose, à certains moments même, peu importe quoi, et juste ce sentiment que ça va jamais se passer, que ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour soi. Qu'il faut trouver la bonne idée. Et en fait, on entre dans une sorte de spirale où on ne sait même pas si un jour on va vraiment le faire, on ne sait même pas si on se raconte des histoires, on sait évidemment pas si on en est capable. Et de mon expérience d'entrepreneur, ces moments-là sont les moments les plus compliqués. Et ces moments-là font partie de l'aventure entrepreneuriale. Et chaque fois que je parle à un entrepreneur qui est justement dans cette phase-là d'idéation, d'exploration, de rencontre de cofondateurs potentiels, de levée de fonds et de discussion avec des investisseurs, cette phase-là est la plus compliquée à gérer parce que la plus incertaine. Oui, émotionnellement, c'est fort. Émotionnellement, c'est très compliqué. Et cette phase-là fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Pour moi, ça a été la plus compliquée. C'est ça qui forge le caractère d'un entrepreneur. Moi, j'ai toujours envie de dire aux gens qui sont dans cette phase-là, qui ont cette impression d'être bloqués, d'être englués, que ce sentiment-là, déjà, fait partie de l'aventure. Ouais. C'est déjà le début de la start-up et n'importe quel entrepreneur est passé par là. Ouais. Et tous les entrepreneurs sont passés par cette pensée de dire est-ce que mon idée est la bonne ? Vous êtes passé par là aussi. Est-ce que mon idée est la bonne ? Est-ce que j'en suis capable ? Ouais. Est-ce que je vais réussir à la mettre en œuvre ? Est-ce que ça va marcher ? À quel moment vous avez su que Augmente c'était la bonne idée ? Pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, à quel moment, qu'est-ce qui nous fait dire que ça y est, ça, on peut le tenter et que ça vaut le coup de s'y investir ? C'est instinctif ? C'est un mélange de... ouais, c'est instinctif. En fait, il y a un moment où je me rendais compte que toutes les idées qui m'intéressaient et que j'explorais tournaient autour de l'éducation et de la création de contenu. Donc, je savais que ça allait être une idée dans ce monde-là. Et j'ai l'impression d'avoir tourné autour de l'idée pendant un certain temps, en explorant plein de sujets annexes, au final pas très éloignés de ce que c'est devenu aujourd'hui. Et qu'il y a un moment où, en fait, voilà, je travaille dans cette startup, j'ai l'ISMAC, et je les adore de tout mon cœur, mais je sentais que voilà, il fallait que je monte mon propre projet. J'ai posé ma démission et je ne me suis pas laissé le choix. J'avais pas de plan B. D'accord. J'avais les 3 mois de préavis. Comme seul filet de sécurité. Et en fait, c'est tout. Je me rappelle de ces discussions que j'ai eues avec mon père à l'époque, où clairement, je me sentais un peu misérable parce que j'avais cette envie d'entreprendre, ce feu en moi qui se concrétisait pas. Et je lui demandais quelque part la permission. Est-ce que je peux quitter une validation. Une sorte de validation. Et il m'a dit ok, vas-y et on verra. Et en fait, tout s'est débloqué même avant la fin de mon préavis. Et en fait, l'idée s'est imposée, elle était quelque part déjà dans ma tête. Avec Roy, on a commencé à travailler ensemble dès le début. Dès le début, on a levé des fonds. Et en fait, tout s'est débloqué immédiatement. Mais il y a eu ce saut dans le vide où je me suis juste pas laissé le choix. Et donc, c'est pour ça que c'est un mélange d'instinct, mais aussi de se mettre dans des conditions. En fait, c'est juste pas le choix, faut le faire. Ouais. Sachant que vous vous êtes lancé sur un marché, on est sur l'Express Éducation. L'éducation, c'est pas toujours évident non plus pour un entrepreneur, surtout en France. Et c'est vrai que les entrepreneurs qu'on a reçus ici dans ce podcast régulièrement nous disent c'est un marché compliqué. Il n'y a pas forcément même de marché d'ailleurs. On n'arrive pas à faire des sous. Pour vivre, on a besoin de s'exporter à l'étranger. Je crois que une grande majorité de votre business, d'ailleurs, se trouve dans les pays anglo-saxons. Elle vient d'où, cette passion pour l'éducation chez vous ? Alors moi, je dirais pas que j'ai une passion forcément pour l'éducation en tant que telle. D'accord. J'ai une passion pour le contenu de très bonne qualité et pour le business et l'éducation business. Ok. Donc moi, ce qui m'anime, c'est de permettre aux gens de réaliser leurs rêves professionnels
en enseignant les fondamentaux de la strat, de l'entrepreneuriat, du marketing, de la finance, etc. etc. Mm. Et donc, personnellement, ma passion, c'est pas forcément l'éducation en tant que telle, c'est ce que l'éducation permet. Ouais. Et dans le cadre d'une aventure entrepreneuriale, c'est de réussir à monter sa boîte et de s'épanouir dans ça. En France, il y avait, en tout cas, il y a quelques années, avant une réforme récente, des cours d'entrepreneuriat. Je savais pas. Moi, j'ai pu en bénéficier, par exemple. Donc, à l'époque, ça s'appelait SES ou PFG, Waouh. Sciences économiques et sociales, ou Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Et ça a été mon cas. Je ne parle pas de moi ici, mais pour illustrer l'exemple, ça crée des vocations, parfois. Moi, c'est grâce à ces cours et grâce à une prof qui a changé ma vie que j'ai pu monter mon entreprise. Waouh. Et puis, une réforme est arrivée et puis ces cours ont été sortis du programme de l'éducation nationale française. Est-ce que, malgré tout, vous pensez que peut-être en Belgique, vous avez ces cours-là? Je ne sais pas. Ah, je d'ailleurs, savais c'est même ma pas que ça question. existait. Je ne savais pas que ça Non. existait. Alors maintenant, en France, il y a des associations comme Entreprendre pour apprendre, comme 100 000 entrepreneurs qui, justement, mettent dans le système éducatif français l'enseignement de la culture entrepreneuriale. Je sais que c'est un sujet, évidemment, qui vous touche beaucoup et dont vous avez fait votre métier. Mais est-ce que, justement, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qu'on devrait apprendre dès l'école? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Pour être très honnête, moi, quand j'étais à l'école, j'étais en fait très éloigné de ce monde-là. Et un fait que je n'ai pas mentionné, c'est que après l'équivalent du bac, j'ai fait une licence d'histoire, Ah oui, complètement différent. totalement différent. Et ensuite, c'est Roy, mon associé aujourd'hui et mon meilleur ami, qui m'a poussé à rentrer à HEC et qui m'a tiré vers cette voie-là. Et j'ai découvert une passion dans le futur. Mais il y a un mot que vous avez utilisé que j'aime beaucoup, c'est l'esprit entrepreneurial, ce que les Américains peuvent appeler le mindset. Et où quand je me regarde à l'époque, même si les projets que j'avais n'étaient pas forcément des projets d'entreprise, je montais des assos, je montais des groupes. Ah ouais. Ouais, vous avez quand même l'esprit, quand même. Il y avait un esprit, et en fait, moi, c'est cet esprit-là que j'aime et que j'admire, qui peut être utilisé à monter des entreprises, qui peut être utilisé à monter des organisations, des groupes, des écoles, peu importe. Mais je pense que effectivement, c'est cet esprit-là qu'il faut cultiver. Ouais. Peut-être pas forcément pour dire à des gamins de 15 ans d'aller monter des entreprises. J'en sais rien. Je ne sais même pas si à l'époque j'aurais compris ce que ça impliquait, ce que ça veut dire, Bien et sûr. que ça m'aurait même. Je ne sais même pas si ça m'aurait donné envie. Si j'essaie de me mettre un petit peu à la place, mais de pouvoir dire aux gens que en fait, le monde tel qu'il est autour d'eux est malléable et que avec une bonne dose d'énergie, des bons coéquipiers, on peut créer des choses, peu importe, une organisation, un groupe de musique, une asso, un business. Ça, je pense que plus on encourage ça, plus on va avoir des gens qui vont s'épanouir dans la société. Ça redéfinit aussi complètement auprès de ces jeunes et des moins jeunes d'ailleurs la notion de succès, de réussite. Quand on pense entrepreneur aujourd'hui, dans l'imaginaire public, c'est ce à quoi on peut penser, notamment quand on regarde les profils que vous avez et qui donnent les cours sur Augmente. Vous, ce serait quoi votre définition de la réussite, Ariel? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, j'ai une notion très... pour moi, la réussite, c'est faire que chaque jour au travail soit un plaisir. Et c'est des petites choses simples, mais c'est travailler avec des gens que j'admire sur un sujet qui me passionne et avoir la liberté de construire quelque chose, d'avoir le rêve ensemble, d'avoir de l'ambition, de poser les jalons de quelque chose, de se projeter. Effectivement, dans une aventure entrepreneuriale professionnelle, il y a une dimension financière où en fait l'argent est non seulement la récompense, mais aussi la mesure de succès. Et donc ça fait un petit peu office des deux. Mais ce qui est sûr, c'est que et il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui font Augmente et qui ont des entreprises à mission, des organisations à mission aussi.
Un de nos instructeurs, Jimmy Wales, c'est fondateur de Wikipédia. Wikipédia, c'est pas une entreprise. Tout à fait. Et personne ne va dire que c'est pas une réussite non plus. Ouais. Donc c'est sûr que nous, on encourage, d'ailleurs, même dans notre programme, à se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour eux. Et pour certaines personnes, c'est avoir un impact sur les gens. Pour d'autres personnes, par exemple, pour moi, la réussite, c'est principalement être dans un cadre. En fait, je suis avec des gens que j'adore au quotidien, que j'admire, qui m'inspirent. On travaille sur un projet tous ensemble. Et il y a cette cohésion de groupe, il y a cet aspect équipe que j'adore. Et ça, c'est les moments que je vais chercher. Et ça, pour moi, c'est un des éléments principaux de la réussite. Être bien, Voilà. quelque part. Dans un projet qui a du sens, Ouais. qui s'insère, je pense, sur quelque chose qu'on veut vraiment essayer d'apporter au monde. On parle de la notion de réussite. Il faut qu'on parle aussi de l'échec. Est-ce que vous trouvez qu'il est assez valorisé en France? Est-ce qu'on a besoin de faire des erreurs, de tomber, de se tromper pour avancer, pour progresser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? Alors, c'est sûr qu'en France, la notion d'échec est très différente de celle qu'on peut trouver aux États-Unis, où c'est beaucoup plus valorisé là-bas, parfois même glorifié. C'est vrai. Effectivement, la peur de l'échec est une des raisons principales qui font que les gens ne se lancent pas dans une aventure entrepreneuriale. C'est dur à combattre, en fait, parce que c'est quelque chose de global et de général. Moi, ce que j'essaye de me dire à chaque fois, c'est que au final, les gens sont principalement concentrés sur eux-mêmes et que, quelque part, je me dis que tu réussisses ou que tu rates, ça change rien à leur vie. Et donc, je pense parfois, on se prend un peu trop le cerveau en réfléchissant à ce qu'un tel peut penser ou pas. Et que la réalité, c'est qu'en fait, les gens pensent beaucoup moins à nous que ce qu'on imagine et qu'il faut juste se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Et apprendre, ça nous permet aussi de progresser, c'est important, effectivement. Dans tout parcours, d'ailleurs, qu'il soit entrepreneurial, scolaire 100%. ou autre, on partage ce point de vue-là. Alors, je voudrais qu'on parle aussi du secteur EdTech, parce que c'est vrai, l'Europe ne représente que 8% des investissements mondiaux sur le secteur de l'EdTech. Ouais. 8%, c'est pas beaucoup. Alors, ça m'amène forcément à vous poser une question, vous qui êtes beaucoup à l'international, qui voyagez beaucoup, et dont, de ce que je comprends, votre activité est vraiment tournée plutôt vers les États-Unis, c'est ça? Quels sont, selon vous, les obstacles principaux à la croissance de ce marché par rapport aux États-Unis, en Inde, où on voit de plus en plus de start-up, d'entreprises dans le secteur de l'éducation et de la technologie qui révolutionnent complètement les usages, les pratiques, la manière d'apprendre et d'enseigner? En France, on a l'impression, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le prouvent, qu'on est un peu en retard, ou en tout cas qu'on a un peu du mal à rattraper ce retard. C'est pareil partout en Europe. Le problème avec les boîtes EdTech, c'est que la plupart des produits d'éducation sont extrêmement imbriqués dans la fabrique culturelle et sociale, et donc s'exportent assez mal à l'étranger. Il y a très peu de produits qui sont vraiment transposables d'un pays à l'autre dans le monde de l'éducation. À l'inverse d'un software ou d'une app mobile, etc. C'est d'ailleurs assez drôle de se dire que la catégorie dans l'EdTech où on a le plus de boîtes, et d'ailleurs le plus grand succès EdTech aux États-Unis, c'est l'apprentissage des langues, avec notamment Duolingo, qui est un produit d'éducation où en fait, la personne qui va apprendre l'espagnol, qu'elle soit en France, en Allemagne ou en Angleterre, elle va avoir le même besoin, etc. Par contre, la personne qui va devoir trouver un stage, ou qui va devoir apprendre un métier qui est spécifique à un pays, etc., ça s'exporte assez mal. C'est pour ça que je pense que les plus gros succès EdTech doivent se baser sur des produits dans l'éducation qui sont internationaux. Par exemple, le MBA, qui se retrouve autant en Inde qu'aux États-Unis, qu'en France, etc. L'apprentissage des langues. Mais c'est universel, en fait, c'est ce que vous me dites. Exactement, parce que c'est tellement imbriqué dans la société que c'est très dur, en fait, d'exporter un produit EdTech.
Et je pense que la vraie différence entre les États-Unis, l'Inde et l'Europe, c'est la fragmentation culturelle qu'on a en Europe, non seulement linguistique, mais aussi les différences culturelles entre les différents pays, euh, qui empêchent des gros leaders EdTech d'émerger. Est-ce que ce qui ne bloque pas aussi le marché aujourd'hui, alors à l'heure où on enregistre ce podcast, un Premier ministre est en train d'être nommé en France, donc un nouveau gouvernement. Ces derniers mois, on a eu de nombreux nouveaux gouvernements aussi, avec donc de nouveaux ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur, entre autres. Tout ça m'amène à penser que, ou en tout cas à me poser cette question, et à vous la poser aussi, est-ce que les changements de gouvernement, de ministre de l'enseignement supérieur, de l'éducation, bah ça aussi, ça fait que les startups du secteur, elles en pâtissent d'une manière ou d'une autre? C'est une bonne question. Très honnêtement, nous, dès le départ, d'ailleurs on pourrait en parler, mais on a fait le choix de se concentrer sur le monde anglo-saxon, Mm. bien qu'on soit une startup française basée à Paris, avec comme premier marché les États-Unis et le Royaume-Uni. Et on a fait quelque part le pari de ne même pas regarder la France. Et on en parlait juste avant. On a moins de 2% de nos élèves qui sont en France, bien que on a Ouais. toute l'équipe qui est basée à Paris. Donc, je ne peux pas répondre précisément à la question parce que nous, justement, on a fait le choix de l'international Mm. dès le début. Merci pour cette réponse. Alors, il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec vous avant de terminer cette interview, c'est le sujet de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Est-ce que pour vous, c'est une véritable révolution ou plutôt une affaire de communication? C'est une véritable révolution. Ouais. 100%. Vous l'utilisez chez Augmente? On l'utilise tous les jours. C'est une véritable révolution. Pas que dans le secteur de l'éducation, je pense vraiment dans n'importe quel secteur. Aucun secteur n'est épargné. Donc, quelles sont selon vous, si vous deviez imaginer l'école de demain, les plus grandes transformations que vous attendez ou que vous espérez peut-être de l'intelligence artificielle dans ce secteur-là? Je pense que personne ne sait exactement vers où ça va et jusqu'où va pouvoir aller l'intelligence artificielle. Mm. Ce que l'on voit déjà, et je regarde beaucoup, je fais énormément de veille sur les startups de ce domaine-là, les produits aujourd'hui qui, je trouve, font sens sont tous les produits qui permettent aujourd'hui aux professeurs et aux enseignants, aux éducateurs de manière générale, de créer beaucoup plus de contenu, beaucoup plus rapidement et surtout de manière beaucoup plus personnalisée. Ouais. Aujourd'hui, un professeur peut dire, OK, ben, on a parlé de ça en classe et on a enseigné par exemple les fractions, et on a par exemple parlé de l'Antarctique, j'en sais rien. Je vais créer aujourd'hui en 2 minutes un exercice qui va combiner les fractions et l'Antarctique. C'est quand même assez exceptionnel, c'est vrai. C'est assez exceptionnel. Quelque chose qu'on voit aussi apparaître, c'est les tuteurs individuels personnalisés à très petit prix. En fait, le prof particulier, aujourd'hui, ça peut être un avatar virtuel, ça Ouais. peut être une app sur le téléphone mobile, disponible 24 heures sur 24, qui ne doit pas se déplacer, qui ne doit pas se connecter sur Zoom. Donc ça, et encore, les révolutions de l'intelligence artificielle, ça a 2-3 ans. Oui, c'est encore tout frais. L'adoption de masse a commencé il y a 2 ans. Donc, on est vraiment au tout début de ça. On voit déjà beaucoup de cas d'usage. Nous, on l'utilise tous les jours dans le cadre professionnel. Donc, ouais, je pense que ça va totalement chambouler les codes. Hier encore, je partageais un article d'un fonds de VC qui s'appelle Emerge Education, qui ont publié leur liste des startups qu'ils aimeraient voir être créées. Aujourd'hui, c'est assez commun pour un fonds d'investissement de dire, OK, voici les idées qui nous intéressent, dans lesquelles on aimerait investir, et de donner ça aux entrepreneurs en disant, ben, en fait, allez-y. Eux, ils ont évidemment une sorte de point de vue où ils voient tout le marché, où ils ont accès à tout, et de partager ça, je trouve ça très positif. C'est assez hallucinant de regarder cette liste et de se rendre compte qu'en fait, tous les projets sont permis par de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ah ouais. Donc cette liste, elle est intéressante pour les entrepreneurs ou 100%. futurs entrepreneurs qui nous regardent et qui nous écoutent. On va regarder ça avec attention. C'est vrai que c'est plutôt sympa quand on vous offre sur un plateau en argent quelques idées de boîtes dans lesquelles des investisseurs aimeraient investir. C'est plutôt sympa. On parle du coup du futur de l'éducation. Pour vous, c'est quoi les prochaines étapes du développement d'Augmente, les nouveaux contenus, les nouveaux formats ou quelque chose de complètement différent que vous allez inventer? Aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect communautaire. Ouais. Donc, nous, c'est des sessions
live en direct qu'on a aujourd'hui 2 à 3 fois par semaine, où des gens se connectent du monde entier, on fait venir des experts qui parlent en direct, etc. C'est évidemment la production de nouveaux contenus et de cours additionnels. Et c'est surtout la création de cette communauté via des événements en physique que moi j'aimerais multiplier parce que c'est une énergie qui est totalement différente. Ouais. Et que voilà, ça change tout d'être dans une pièce, de pouvoir se regarder dans les yeux, de pouvoir échanger. Donc c'est vraiment cette dimension-là communautaire sur laquelle on va accélérer dans les 12-18 prochains mois. Le monde de l'éducation continue à changer à une vitesse impressionnante aussi. Si vous deviez justement imaginer l'enseignement de demain, la politique éducative du futur, ou prendre une mesure en faveur des étudiants, à quoi ça ressemblait, à quoi ressemblerait l'éducation dans 20 ans selon Ariel Renoux? Alors je pense que ça va dans le sens de l'intelligence artificielle, de ce qu'on vient de dire. C'est une éducation qui est beaucoup plus personnalisée. Ok. Et je pense que c'est vers là qu'on va, où en fait on va sortir des tracks et des chemins qui sont prédestinés pour aller vers une éducation qui est beaucoup plus personnalisée, non seulement à l'étudiant et à l'individu, mais aussi à ce que cette personne veut faire dans le futur. Et c'est ça que les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, permettent. On arrive, Ariel, à la fin de cette interview, mais d'abord, je vais vous demander de répondre à quelques questions en un mot ou une phrase. Ouais, je sais, c'est un exercice. Avant de terminer cette interview. Vous êtes prêts? Let's go. Alors, si vous deviez choisir un mot seulement pour décrire Augmente. Ambition. Quel est le plus grand défi pour un entrepreneur dans l'éducation? Scaler, grandir. Grandir. Votre plus grande fierté avec Augmente? La qualité. Pas mal du tout. Le Vous m'avez dit secteur... un mot, donc j'essaie Tout à de fait. faire un mot. Et vous respectez les règles du jeu. Merci beaucoup. Le secteur de la EdTech, en un mot. Fragmenté. Diplôme ou expérience? Expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France? Passion. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur? Plein de trucs. Tout. Rendre moderne. La modernité. La modernité. Ok. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui hésite à suivre une voie classique? Il faut juste se lancer. C'est lancé? Ouais. Ouais. Une idée fausse que les gens ont sur l'entrepreneuriat dans l'éducation? Qu'avoir la passion et la vocation, ça suffit. Votre vision de l'éducation dans 20 ans, vous avez commencé à me répondre il y a quelques minutes. Personnalisation. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui vous a particulièrement inspiré dans cette aventure ou avant le lancement de cette aventure? Là, je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup. Alors, je ne pense pas qu'il a été traduit, qui s'appelle The Third Door, la troisième porte, sur un Américain qui a réussi à interviewer Bill Gates, Lady Gaga, Steven Spielberg, et qui raconte comment, dans n'importe quelle boîte de nuit, il y a 3 portes. La porte principale, la porte VIP et la troisième porte qui est en fait la fenêtre, la cheminée, et comment passer par la fenêtre et la cheminée pour arriver à ses fins. Exceptionnel. Moi, je crois que ça m'intéresse beaucoup. On n'a pas encore Bill Gates dans ce podcast, mais on a Ariel Renoux et c'est déjà vachement bien. On en est ravis. Une compétence que tout le monde devrait apprendre, Ariel? L'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat. Comment créer des projets même au sein d'organismes existants. Génial. Le plus grand défi que rencontrent les jeunes aujourd'hui? Trouver sa voie. Beaucoup trop de choix. Sujet d'orientation, effectivement, pas évident. Est-ce que vous avez une morning routine? Ouais. C'est vrai? Je descends au café en bas de chez moi et je joue aux échecs. Oh waouh! Vous avez le temps, malgré votre vie bien chargée, de jouer aux échecs? Obligé. 10 minutes. Mais une petite partie, juste pour s'aérer le cerveau et commencer la journée. Donc la place au fun dans un métier d'entrepreneur, c'est important. Un entrepreneur justement, ou une entrepreneur que vous admirez, on a parlé tout à l'heure des rôles modèles, mais si vous deviez choisir quelqu'un? Je pense que de tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, je dirais que Chris Barton, le fondateur de Shazam, on en a déjà parlé. C'est peut-être celui dont je suis encore le plus proche aujourd'hui et qui a un rôle modèle. C'est vrai. Un mot pour décrire 20 sur 20. Top, amical. C'est sympa, merci beaucoup. Et dernière question, et après je ne vous embête plus. Si vous deviez passer le flambeau du micro de 20 sur 20 à 2 ou 3 personnes dans l'éducation, l'enseignement supérieur, l'entrepreneuriat, à qui vous pourriez penser? Alors je pense à mon ami Ben Issenman qui monte une super boîte
dans l'éducation à l'intersection de créativité et intelligence artificielle. Génial. On l'écrit? On On peut lui l'écrire, écrit? ouais. Allez, c'est parti. Bon, merci en tout cas 1000 fois d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Ben, Ariel. merci à vous. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Augmente. C'est une super boîte, super aventure et j'ai été ravie de vous recevoir pour parler justement de ces enjeux qui sont nombreux. On rappelle aussi votre engagement pour l'éducation entrepreneuriale en France et ailleurs. En tout cas, vous êtes engagé sur ces sujets. Je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt.